Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le gouvernement zimbabwéen prévoit une modification du projet de loi sur les organisations bénévoles privées. Un projet décrié par les membres de la société civile qui estiment que cette nouvelle loi menace de criminaliser et d'interdire les ONG. Face à l'envolée des prix alimentaires, à Madagascar, les autorités ont négocié des prix plafonds pour la vente d'un certain nombre de produits de première nécessité. À noter que ces plafonds seront valables pour une durée de 3 mois. Et puis, focus en fin d'édition sur l'essor des académies de football sur le continent africain. L'Afrique reconnue pour son visier et pour la qualité de ses talents. Mais tout d'abord, de fortes inondations et coulées de boue font au moins 45 morts dans la province du KwaZulu-Natal à l'est de l'Afrique du Sud. Les pluies torrentielles du lundi 11 avril ont laissé une traînée de destruction dans la ville côtière de Durban, la dernière catastrophe d'une saison de tempête qui, selon certains scientifiques, a été intensifiée par le changement climatique. Selon une annonce des autorités locales ce mardi 12 avril, le nombre de morts devra augmenter dans les prochains jours. La force de défense nationale sud-africaine a été appelée en renfort pour aider les équipes de secours d'urgence dans la province du KwaZulu-Natal. Le projet de loi PVO au cœur de la polémique au Zimbabwe. Le projet de loi d'amendement sur les organisations bénévoles privées est censé réglementer l'environnement de travail des ONG dans le pays. Le gouvernement affirme qu'il est nécessaire pour se conformer aux recommandations du GAFI sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Si promulguées, les ONG seront dans l'obligation de divulguer leurs sources de financement au risque de faire face à des sanctions sévères. Une loi qui agit comme un frein aux avancées démocratiques du pays, selon les membres de la société civile. Nathalie Mo. L'élection législative partielle du 26 mars 2022 a vu l'opposition obtenir pour la première fois la majorité au Parlement du Zimbabwe avec 19 nouveaux sièges gagnés. Après d'un an de la présidentielle de 2023, les législatives ont représenté pour l'opposition un test de la capacité du pays à conduire des élections libres et démocratiques. Des résultats qui indiquent une poussée démocratique franche au Zimbabwe. La population a maintenant tendance à donner se voit à l'opposition et c'est une espèce de prélude de ce qui risque d'être les élections de 2023. Au Zimbabwe, les avancées démocratiques se heurtent à la persistance d'un droit de regard du pouvoir sur les activités politiques. Le gouvernement examine la réintroduction d'une loi controversée sur le financement des organisations bénévoles privées. Une loi pour lutter contre le blanchiment d'argent selon l'exécutif zimbabwéen. C'est une loi qui met les ONG sous le contrôle du gouvernement. Cela signifie que, après avoir cherché à museler l'opposition, le pouvoir cherche également à museler la société civile organisée qui risque de lui tenir tête en 2023. Dirigé pendant 30 ans par Robert Mugabe, le Zimbabwe a lancé un immense chantier politique depuis l'accession au pouvoir d'Emmerson Mnangagwa en 2018, celui de la construction de sa démocratie. Signe majeur de cette volonté, la ratification en 2022 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Élection législative en Gambie. Le Parti national du peuple a remporté une courte victoire, mais n'a pas réussi à obtenir la majorité nécessaire pour gouverner seul le pays. Le parti du président Adama Barrow s'est octroyé 19 des 53 sièges parlementaires disputés, selon les résultats publiés dimanche par la commission électorale indépendante. Samantha Sabero. Le parti au pouvoir en Gambie, le Parti national du peuple, a obtenu 18 sièges sur les 53 circonscriptions aux élections législatives de samedi 9 avril 2022. C'est ce qu'a rapporté dimanche 10 avril la commission électorale indépendante de la Gambie. Cette élection législative est une victoire amère, parce que c'est vrai que pour avoir la majorité, il aurait fallu avoir au moins 27 sièges sur les 53 sièges. Le principal parti d'opposition
d'opposition, le Parti démocratique unifié est arrivé deuxième avec 15 sièges. Les candidats qui se présentaient sous des étiquettes indépendantes ont remporté 12 sièges. Le Parti de la Réconciliation nationale en a eu 4. L'Organisation démocratique du peuple pour l'indépendance et le socialisme en a obtenu 2. Et l'Alliance patriotique pour la réorientation et la construction, parti de l'ancien président gambien Yahya Jammeh, en a également eu 2 sièges. Le paysage politique gambien est en train de changer. Il va falloir comprendre ça aussi. Avec ces candidatures indépendantes, il va falloir comprendre aussi que nous nous dirigeons vers les élections municipales de 2023 avec certainement une nouvelle arène politique qui se dessine pour la Gambie. Selon les observateurs, ce résultat signifie que les partis d'opposition combinés ont vaincu le parti au pouvoir au Parlement. À en croire la commission électorale indépendante, le taux de participation à ces législatives était de 51,2%, beaucoup moins que celui des élections présidentielles de décembre 2021 qui était proche de 90%. Également dans l'actualité, la normalisation des relations entre le Maroc et l'Espagne se concrétise avec la reprise des liaisons maritimes pour les passagers entre les deux pays. En froid avec Madrid depuis près d'un an sur la question du Sahara occidental, Rabat interdisait jusqu'à présent le trafic maritime de passagers avec l'Espagne. La reprise du trafic régulier des passagers et des autocars est effective depuis ce mardi 12 avril. Les automobilistes devront patienter jusqu'au 18 avril. 241 milliards de francs CFA pour l'enseignement supérieur en 2022 au Sénégal. L'enseignement supérieur, un secteur encore sous-financé, ce qui a des répercussions dans la qualité de l'enseignement et dans la recherche. Le gouvernement entend changer la donne face à l'urgence en le dotant d'un budget plus conséquent. Philomentine. Le gouvernement sénégalais a fait passer les dotations budgétaires du secteur de l'enseignement supérieur de plus de 117 milliards de francs CFA en 2012 à plus de 241 milliards de francs CFA en 2022. En vue d'améliorer ce secteur, l'exécutif sénégalais a élaboré un plan stratégique national pour la recherche et l'innovation qui doit s'étendre sur la période 2023-2032. D'abord, il faut saluer cette initiative du gouvernement du Sénégal qui vise à améliorer les conditions de recherche et de travail dans l'enseignement supérieur, dans les universités plus particulièrement, et insister sur la nécessité de mettre à jour nos universités, surtout sur le plan de la digitalisation. Le plus important pour nous, c'est de voir d'abord les conditions de la recherche, mais il faudrait qu'il y ait un véritable budget de la recherche. Annoncé par le président Macky Sall, ce programme devrait contribuer à l'amélioration des performances des universités et du renforcement de la gouvernance consensuelle. En effet, l'université sénégalaise reste confrontée à de nombreuses contraintes depuis ces dernières années. Que les universités aussi s'adaptent à la professionnalisation. De plus en plus, la société, les entreprises ont besoin d'agents formés sur le plan professionnel. Et donc, le défi de la professionnalisation des universités, c'était ça aussi le sens du système LMD. Il faut que ce défi soit aussi en ligne de mire. Le chef de l'État sénégalais souhaite également engager une étude prospective sur les flux d'étudiants et améliorer le taux d'encadrement pour la période 2022-2026. En crise depuis quelques années, l'enseignement supérieur cherche à se développer au Sénégal comme partout ailleurs en Afrique. Le riz, l'huile de palme, l'huile de soja, le sucre, la farine et le ciment, des produits dont les prix sont plafonnés pour une durée de 3 mois à Madagascar. Les autorités ont décidé d'intervenir face à la flambée des prix des produits de première nécessité pour soulager le porte-monnaie du consommateur malgache. Marine Tolo. En raison de l'envolée des coûts de certaines denrées alimentaires, le gouvernement malgache a fixé des prix plafonds pour la vente de plusieurs produits de première nécessité tels que le sucre, la farine, le riz, l'huile, le gaz ou le ciment. L'huile de cuisine par exemple est passée de 8 000 à 10 000 ariaris, soit une hausse de 2 000 ariaris malgaches. Avec cette nouvelle décision, ces produits seront désormais vendus moins cher qu'ils ne l'étaient avant la prise de cette mesure, selon les autorités. Les autorités malgaches doivent soutenir davantage son secteur primaire et son secteur secondaire, de manière à ne plus être tributaire des pays exportateurs de ces produits de première nécessité. Cela implique un État qui vient aider et assister les agents économiques,
de manière à ce qu'il y ait une résilience à tous les chocs exogènes sur le plan international. Selon des observateurs, les clients se font de plus en plus rares dans les marchés malgaches en raison de cette flambée des prix. Pour les détaillants, cette situation est causée par les grossistes qui continuent d'augmenter les prix des denrées alimentaires de base. Cette initiative des autorités malagasy vise à maîtriser notamment le lobby d'importation puisque la majeure partie de ces produits sont importés. C'est une bonne chose puisque cela répond à une mesure d'urgence. Soulignant que cette décision est prise dans le cadre d'une procédure spéciale permise par la loi 2019-2020 régissant la concurrence qui autorise le gouvernement à intervenir sur les prix en cas de difficulté durable d'approvisionnement du marché. En cas de non-respect des mesures prévues par le décret, le ministère du Commerce est en droit de retirer les autorisations d'exploitation, voire même de faire fermer les magasins ou établissements. Alors que le football apparaît comme l'un des éléments phares de la mondialisation, l'Afrique tend à se faire une place de plus en plus importante dans ce processus. Ces dernières années, on observe en effet un essor des académies de football à travers le continent. Focus dans ce sujet de José Douglas. Outre les académies, certains joueurs ont débuté dans des clubs. Nous prenons l'exemple du Cameroun avec Vincent Aboubakar et André Franck Zambo Anguissa, formé au Contre-Sport Gaoua, ou encore Michael Gadou au Canon de Yaoundé. André Onana a commencé au sein de Samuel Eto'o Academy. Sur le continent africain, il y a d'autres clubs qui font un gros travail comme l'Égypte avec Al-Ahly SC qui a formé El Chenaoui ou encore Hassan Trezeguet. Le Ismaili SC, le NPPI, club appartenant à une compagnie pétrolière égyptienne, Wadi Degla ou encore Zamalek SC, à Guinée-Conakry, Alia Camara veut faire bouger les choses. Je voulais commencer à l'âge de 5 ans pour mon académie et mettre des bonnes, comme on appelle, parce que il y a beaucoup de personnes aussi qui sont volontaires, même bénévolement, qui sont vraiment prêts à m'accompagner. C'est déjà tout est fait. Et donc c'est le même projet que je vais envoyer aussi avec la FIFA, avec la CAF, avec la Ligue et avec beaucoup de clubs aussi professionnels que j'ai contactés. Au Nigeria, les académies de football sont légion, l'Algérie aussi, avec Parado AC, l'USM Blida. Rappelons que Slimani et Bounedja ont été formés sur place. Nous rappelons pour la Côte d'Ivoire avec les académies comme JMG, Jean-Marc Guillou, l'ASEC Mimosa, Stella Club d'Adjamé qui a formé Franck Kessier, Académie Amadou Diallo de Djekanou, la Guinée équatoriale avec Kano Sport Academy basée à Malabo, le Mali qui forme aussi de nombreux joueurs avec ses académies comme le Centre Salif Keita, l'USAF Bamako, le FC Médine Bamako, l'Afrique Foot Elite, CS Dougou Rolofila, le Djoliba AC ou encore JMG Académie de Bamako. La Mauritanie avec la Garde nationale, Étoile du Mandé. Avant d'évoquer la Tunisie, un nouveau détour en Guinée-Conakry où Alia Camara fait ce constat. La base du football, c'est les enfants. Aujourd'hui, on a négligé la formation des enfants. Aujourd'hui, on a négligé la formation des éducateurs. Aujourd'hui, les championnats locaux, c'est pas bien, comment on appelle ça, c'est pas bien structuré. Au fait, il y a beaucoup de choses qu'on a oubliées. Alia Camara qui compte implanter son académie en Guinée. Enfin, un clin d'œil à la Tunisie et ses académies comme celle du CA Bizert, CS Fax, Stade tunisien et aussi le Club africain. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.